Donc Michel Sirois, présentation brève, a obtenu une maîtrise en anthropologie. Elle a enseigné l'anthropologie et la sociologie de nombreuses années. Elle est co-auteure du livre Individus et société. Il y a aussi le livre La face cachée du cours éthique et culture religieuse, où elle signe, avec sa collègue qui est présente aussi parmi nous, Nadia Al-Mabrouk, un chapitre qui porte sur les stéréotypes sexistes et ethnoculturels dans les manuels scolaires du cours d'éthique et culture religieuse, pour le niveau primaire. Michel Sirois, en 1917, elle a coécrit aussi l'essai pour les droits des femmes. C'est l'enjeu de la censure et de la liberté d'expression qui retient son attention. Elle publie Censurée au nom d'une idéologie intersectionnelle, dévoyée, dans la revue Argument. Aussi, elle a co-signé le livre dirigé par Normand Balargent, Liberté surveillée, quelques essais sur la parole à l'intérieur et à l'extérieur du cadre académique. En 2013, elle a cofondé le groupe féministe pour les droits des femmes du Québec, dont elle fut la présidente fondatrice. Elle a également, à l'occasion du débat sur le projet de la charte de la laïcité, lancé et coordonné le Rassemblement pour la laïcité. Enfin, on notera qu'elle a constamment défendu les enjeux spécifiques des droits des femmes, notamment dans ses conférences portant sur les rapports hommes-femmes, dans les religions, mythologies, les tabous et les rituels. Allez-y, madame. Merci. Bonjour. Merci, bonjour. Ça va? Ça va, oui. OK. Alors, je me sens très bien entourée par toute cette assemblée où je reconnais plusieurs amis que je salue. Fait inusité pour moi, je constate que je suis la seule indigène sur ce panel. J'emploie le mot indigène dans son sens premier, soit le fait d'être né dans ce pays, au Québec. Serait-ce que je suis devenue l'indigène de service? Bien sûr, c'est une plaisanterie. En fait, je veux vous dire que je ressens votre invitation à prendre la parole comme un grand honneur que vous me faites. Merci. Je suis actuellement à préparer un mémoire sur le projet de loi 21 que je présenterai jeudi prochain en compagnie de Claude Kamal-Kodsi, avec qui je coordonne le Rassemblement pour la laïcité. Cependant, je veux préciser que je parle ici en mon nom personnel et non pas au nom des organismes dont je fais partie. Permettez-moi de sortir de ce mémoire pour tenter de m'élever au-dessus de la mêlée et resituer ce psychodrame dans lequel nous vivons depuis plus de 10 ans, à savoir l'enjeu de la laïcité qui occupe une large partie de ma vie depuis l'automne 2009, alors que j'étais membre fondatrice de Québec solidaire et dont j'ai démissionné après 3 ans à cause de leur reniement de la position concernant la laïcité mise de l'avant lors de la fondation de Québec solidaire. Je me sentais profondément trahi par ce parti que je croyais féministe et qui ne priorisait plus l'émancipation des femmes. Je veux d'abord donc vous parler d'un climat qui favorise la fragmentation sociale et nuit à la solidarité. Depuis ma démission de Québec solidaire et depuis que je milite pour la laïcité et les droits des femmes, je suis associée à une laïcité vieillie, dépassée. On me traite de laïcarde, de laïciste, insinuant ainsi que je fais partie d'un groupe extrémiste, fermé et intolérant. Je suis accusée de racisme, de faire partie d'un lobby islamophobe. En pleine radio de Radio-Canada, on me dit que je faisais partie d'un lobby islamophobe. Et même d'avoir détruit des vies. Rien de moins, on m'accuse d'avoir détruit des vies. Alors, j'espère que vous vous sentez quand même en sécurité ici. J'ai l'air de rien, mais je peux devenir dangereuse, semble-t-il. Bon. Des amis militantes de la laïcité d'origine maghrébine se font traiter de blanches par en dedans. On les accuse de trahison de leurs origines et de compromission avec l'idéologie des Blancs. Ainsi, comme par magie, la religion devient pratiquement une race, et cela au nom de la lutte antiraciste. Une lutte antiraciste qui réhabilite le concept de race que la science avait contribué à remettre en question.
La couleur blanche est maintenant assimilée à des positions d'extrême droite et au néocolonialisme par une nouvelle gauche qu'on appelle racialiste, mais qui semble avoir perdu ses repères. Bref, nous sommes affublés de différents stigmates associés à la suprématie blanche, comme l'accusation de pratiquer un féminisme blanc occidental et bourgeois, des stigmates qui ne font que nourrir l'antagonisme social et minent le débat social sur la laïcité. Ici au Québec, s'opposer à la pénétration des règles religieuses dans les institutions publiques en militant pour la laïcité et en faveur d'une véritable neutralité des institutions de l'État, c'est encourir des accusations de racisme et subir la censure et l'exclusion. À l'ère du communautarisme, c'est la fragmentation des luttes sociales. Comme le dit si bien Mohamed Lotfi, avant c'était « ta cause, c'est ma cause ». En fait, en valorisant la résilience des victimes d'exploitation et de discrimination, on était à l'époque du dialogue et de la solidarité. La liberté d'expression et la liberté de création étaient considérées comme des valeurs quasi sacrées. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Comme le constate Mohamed Lotfi, c'est « touche pas ma cause, touche pas ma musique, touche pas mes caractéristiques identitaires ». On ne mise plus sur la résilience des opprimés, mais on exacerbe la victimisation des marginalisés et la confrontation entre personnes dites privilégiées et leurs présumées victimes. C'est le slogan moult fois répété des minorités victimes de la majorité. On entend ça avec le débat sur la laïcité. Qu'il est loin le temps où nous manifestions avec comme cri de ralliement « solidarité ». J'ai crié ça souvent. Il est loin aussi le temps où, je cite, « toutes les luttes de libération se rejoignent dans leur commun effort pour construire un monde meilleur ». Telle est la dédicace faite à Mohamed Lotfi par Pierre Vallière, auteur du livre « Nègre blanc d'Amérique ». Tous deux ayant en commun, tout comme moi, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et pour la libération, à cette époque, de Nelson Mandela. Une époque où on ne se déchirait pas autour de l'enjeu de la laïcité, une époque où il n'y avait qu'un seul modèle de laïcité. Pour sortir de ce manichéisme associé au débat sur la laïcité et à bien d'autres débats, je propose de revenir aux sources du présent projet de loi 21 sur la laïcité de l'État au Québec. Alors, c'est un modèle de laïcité ancré dans l'histoire du Québec. Lors de la création de la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, c'est long pour rien, communément appelée commission Bouchard-Taylor, le 8 février 2007, Monsieur Jean Charest, alors premier ministre du Québec, a fait une déclaration officielle lors du lancement de cette commission d'enquête. Et il parlait des valeurs qui sont prioritaires pour la culture québécoise. Et je note, je cite exactement, « L'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français et la séparation entre l'État et la religion constituent des valeurs fondamentales. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. » Alors ça, c'est le Parti libéral. Le Parti québécois, la CAQ. Donc, au-delà des partis, il semble que l'enjeu de la laïcité nous vienne de très loin au Québec. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'être inventé depuis le néolibéralisme pour nous éloigner des vrais problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes, mais il n'y a pas que l'économie. Alors, le premier ministre Jean Charest ne faisait alors que rappeler ce qui était considéré depuis le rapport Bélanger-Campeau en 1991 comme les valeurs fondatrices du Québec moderne. En fait, le projet de loi 21 s'inscrit dans cette continuité historique à laquelle est attachée la grande majorité de la population au Québec.
ce qui m'amène à tracer à grands traits le paysage historique, sociologique et politique dans lequel est plongée depuis longtemps la lutte pour la laïcité et qui fait partie de l'émergence du Québec moderne. Le projet de laïcité n'est ni un débat essentiellement identitaire, ni un projet électoraliste associé au présent gouvernement de la CAQ, mais il s'agit d'un projet de société d'avenir pour gérer la diversité religieuse dans les sociétés qui deviennent de plus en plus pluriculturelles. Permettez-moi donc un bref rappel, et excusez-moi pour certains raccourcis, étant donné le peu de temps dont je dispose. À l'époque du Québec traditionnel, donc c'est un rappel pour vous, le Canada français, parce qu'on ne parlait pas du Québec à ce moment-là, Canada français est replié sur lui-même sous la domination du pouvoir économique anglo-saxon, accoquiné avec le pouvoir politique, dont la figure emblématique du premier ministre Maurice Duplessis ne vous est pas inconnue, et aussi ce pouvoir anglo-saxon économique est accoquiné avec le pouvoir religieux de l'Église catholique. Depuis longtemps, surtout depuis la fin du 19e siècle, des individus progressistes se regroupaient pour s'émanciper du pouvoir clérical et obtenir qu'on respecte leur liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, de pratiquer les rituels religieux ou de n'en pratiquer aucun. En 1948, c'est contre ce double pouvoir politique et religieux qu'un certain nombre d'artistes et d'intellectuels signe le manifeste du refus global écrit par Paul-Émile Bordua. Manifeste intitulé « La tuque et le goupillon ». La tuque pour dénoncer le pouvoir politique caractérisé par un repli identitaire, à savoir une société repliée sur ses traditions, et le goupillon pour démontrer la mainmise de l'Église sur la société tout entière. Cela finit par aboutir à la Révolution tranquille, donc j'espère que je ne vous apprends rien, et à la sécularisation des institutions de l'État, notamment dans l'éducation et la santé. Moi, j'ai connu ça, les églises se sont vidées en un rien de temps. Et avec la modernisation de l'Église catholique avec le Concile Vatican II, les représentants de l'État ont abandonné leurs vêtements et autres signes religieux. Notons que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'Église a abandonné ses privilèges et relâché son pouvoir. La population ne la suivait plus et réclamait la séparation de l'État et des religions. Donc, M. Jean Charest, quand il a dit séparation entre la religion et les États, il n'a pas inventé ça tout d'un coup. Ça vient de très loin. Alors, la paix religieuse a fini par s'installer et personne ne voudrait revenir au temps des curés, des sœurs à cornette. Quant à la primauté du français énoncée par M. Jean Charest, eh bien, c'est la même chose. Parallèlement, à la fin des années 60, ont eu lieu des batailles féroces sur l'enjeu linguistique. Plus féroces encore que maintenant pour la laïcité. C'est de la petite bière ce qui se passe actuellement sur la laïcité. À l'époque, je me rappelle, moi, être descendu avec des dizaines de milliers d'étudiants dans des autobus pour aller devant le Parlement. Des dizaines de milliers d'étudiants, OK, qui venaient de partout au Québec pour défendre le français. Des batailles politiques et même physiques ont eu lieu jusqu'à ce que le gouvernement du PQ passe la loi 101. Le débat finit par s'apaiser. Pourtant, on nous avait fait du chantage et des menaces de fuite de capitaux et d'anglophones. C'était supposé de vider le Québec. Il y en a eu, mais pas beaucoup. Il y en a qui ont vendu à perdre leur maison à Westmount. Bien dommage pour eux. Rien de l'hécatombe promis. Par contre, le climat... Plus proche? OK. Par contre, le climat linguistique s'est considérablement apaisé depuis. De la même manière maintenant, on nous menace de la fuite de nombreux professeurs si on les oblige à délaisser leur voile pendant leur temps de travail. Dans les années 60, on criait à la discrimination si on obligeait les gens à s'inscrire à l'école française. Maintenant, on dénonce de façon virulente le projet de loi 21 comme
s'attaquant à une minorité de femmes et on affirme que cela va les discriminer. Le climat social s'est apaisé avec la loi 101. Il s'apaisera également avec la loi 21. Bon, je passe toute la question du féminisme. Ça a l'air que j'ai juste 1 minute. Oh. 2? OK, 2. OK. À l'heure actuelle, du mouvement MeToo, où ce sont les agresseurs qui sont coupables et non plus les victimes, comment comprendre le voile qui envoie le message que c'est à la femme de cacher ses cheveux parce qu'ils peuvent exciter les hommes? La responsabilité se reporte encore une fois sur les femmes qui sont vues comme des tentatrices et qui doivent cacher leurs atours. Même s'il n'y a que 2 versets du Coran qui parlent du voile, aucun des 2 ne prescrit de cacher les cheveux. Rabattre le voile sur la poitrine, oui, mais pas sur la tête. Depuis la révolution iranienne, la même chose, le wahhabisme, l'Arabie saoudite. Maintenant, il y a une très grande majorité de celles qui portent le voile le considèrent maintenant comme un signe religieux. Il devrait être interdit dans la sphère politique. Et même, selon ce que dit Fatima Ouda Pépin, qui serait un signe politique, même s'il n'était qu'un signe politique, la loi de la fonction publique, l'article 10, dit « pas de prosélytisme religieux ». Je ne parlerai pas de la singularité du droit au Québec parce que j'en ai pas le temps, mais en conclusion, après de nombreuses années de lutte et de manque de courage du gouvernement libéral, j'appuie ce projet de loi, et cela même s'il est incomplet. La laïcité est la condition essentielle pour assurer une paix sociale, mais même si elle n'est pas suffisante, elle doit s'accompagner de mesures fermes pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et pour lutter contre les discriminations et le racisme. Comme société, nous avons fait du français la langue commune et c'est fièrement aujourd'hui que nous parlons de ces enfants de la loi 101. Dans quelques années, ce sera aussi une fierté de parler des enfants de la loi 21, des enfants à qui le Québec aura offert enfin une école laïque, neutre, ouverte à toutes et à tous, sans écart à leur appartenance religieuse, ethno, culturelle, etc. Merci.